On va maintenant regarder le deuxième principe de justice de Rawls. Donc, un peu comme dans la capsule qui précède, je vais peut-être juste vous lire le libellé, la formulation du principe de Rawls, mais je vais reformuler de façon beaucoup plus simple ensuite le principe. Et surtout, je vais faire le pont avec la justification. Pourquoi est-ce que Rawls considère que si on suit la méthode pour avoir une certaine neutralité ou impartialité, on arriverait à ce principe-là. Et ensuite, on gardera, un peu comme avec le premier principe, on gardera les débats qui ont lieu sur cet élément-là, les applications pratiques aussi. Donc, à la page 44, dans le haut de la page 44, vous avez les deux principes de justice de Rawls, qui sont les réponses aux deux questions qui étaient dans la première capsule sur Rawls. Donc, première question, quelle liberté on doit accorder aux individus? Réponse de Rawls, qui était le premier principe, maximum de droits et libertés de façon égale pour tous, en autant que ce soit compatible, les droits entre eux. Donc, ça donnait des droits individuels qui ont préséance sur des droits collectifs. Donc, ce qu'on a vu dans la capsule qui venait avant. Deuxième question que Rawls se posait, c'était de savoir est-ce que les inégalités économiques et sociales sont acceptables et si oui, à quelles conditions est-ce qu'elles sont acceptables? Formulation du deuxième principe de Rawls, je vous fais la lecture puis je vais reprendre ensuite, mais il va dire, donc vous l'avez dans le haut de la page 44 ici, second principe, les inégalités économiques doivent être telles qu'elles soient, deux clauses, A, au plus grand bénéfice des plus désavantagés, dans la limite d'un juste principe d'épargne, ce qui est appelé un principe de différence, et clause B, attachée à des fonctions et à des positions ouvertes à tous, conformément au principe de juste, fair, égalité des chances. Je reprends le deuxième principe qui a deux clauses. Sur les clauses, peut-être juste pour recontextualiser, dans les contraintes que Rawls s'était données dans sa méthode pour guider sa réflexion, c'est qu'il disait on doit établir un ordre de priorité entre les principes de justice de telle sorte qu'on voit d'avance, si jamais il y a conflit, quel principe s'applique en premier. Donc, l'ordre ici, c'est premier principe, ensuite deuxième principe, donc liberté égale, droits fondamentaux en premier, pour Rawls toujours. Ensuite, deuxième principe, question des inégalités économiques. Et dans le deuxième principe, la clause A va venir avant la clause B. Donc ça, c'est l'ordre de priorité. Je reprends la lecture, puis je formule de façon plus simplifiée. Disons, quelqu'un va dire, les inégalités économiques doivent être telles qu'elles soient, clause A, au plus grand bénéfice des plus désavantagés. Formulé autrement, c'est que Rawls va dire les inégalités économiques sont acceptables, mais si et seulement si elles apportent un bénéfice aux plus désavantagés, un bénéfice que les plus désavantagés n'auraient pas s'il n'y avait pas cette possibilité de redistribution, en quelque sorte, de la richesse. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ce principe-là, pour Rawls, c'est le principe des impôts. C'est quoi dire? C'est acceptable que certains aient un revenu supérieur et des avoirs supérieurs, qui est donc plus de richesse. Si et seulement si, il y a un principe de redistribution qui fait en sorte qu'ils vont contribuer davantage par le mécanisme des impôts pour financer des services publics qui vont apporter un avantage aux plus désavantageux qui, eux, vont moins contribuer publiquement à cette mécanique-là. Donc, premier principe, je reprends encore, c'est que Rawls va dire, première clause, c'est-à-dire du deuxième principe. Première clause, clause A du deuxième principe sur la justice, c'est que Rawls va dire les inégalités économiques sont acceptables si elles apportent un bénéfice aux plus désavantageux, selon juste principe d'épargne, donc selon quelque chose qui est viable économiquement par une redistribution.
Comment est-ce que Rawls arrive à ce principe-là? C'est ce qu'on va regarder, puis ça va aider à mieux le saisir. Si on reprend la chose à la base, c'est que Rawls veut faire ici une distinction entre ce qui semble être mérité, à tort ou à raison, et ce qui ne semble pas être mérité, à tort ou à raison. Et là, pour bien le saisir, on doit se replacer dans ce que je mentionnais au départ dans la première capsule, c'est que pour guider sa réflexion, Rawls se donne une méthode qui comporte deux éléments. Fiction d'une position originelle, faire comme si on était au début d'une nouvelle société, avec, autre élément, un voile d'ignorance, quelque chose qui vient voiler, qui nous empêche de voir, de percevoir notre identité dans cette société-là. Donc, faire les règles de telle sorte qu'on ne sait pas d'avance quel élément peut nous avantager ou nous désavantager dans ces règles-là. Donc, ça, c'est l'élément. À la question de savoir, est-ce que les inégalités économiques sont acceptables? Je l'ai mentionné dans la première capsule. Rawls considère que si on était dans cette position-là, on répondrait probablement que oui. Parce que si on n'accepte pas les inégalités économiques, si on considère qu'elles sont nécessairement injustes, pour avoir un système politique juste, il faudrait donc qu'il n'y ait aucune inégalité. Mais pour qu'il n'y ait aucune inégalité, il faudrait que tout le monde dispose exactement de la même somme d'argent dans son compte en banque, que chaque personne reçoive exactement la même paye chaque semaine ou chaque 2 semaines ou chaque mois. Et ça, qu'une personne travaille 40 heures semaine, 10 heures semaine, 2 heures semaine ou pas du tout. Que cette personne-là fasse exactement le même travail qu'une autre personne à côté ou qu'elle fasse un emploi qui comporte un degré de risque pour sa santé, sécurité, beaucoup plus élevé ou beaucoup plus faible, ou des études beaucoup plus longues, moins longues. Donc, Rawls se dit, quand il y a des prises de risque pour exercer certaines professions, il faut qu'il y ait une motivation à accepter ces risques-là, que ce soit monteur de ligne, que ce soit médecin, infirmière, dans des contextes en particulier comme présentement, que ce soit, donc, peu importe le type de soudeur, par exemple, il y a des risques pour la santé, les émanations de la soudure. Donc, Rawls veut dire pour que certaines personnes acceptent de prendre des risques, il doit y avoir une compensation. Donc, s'il y a une compensation financière, si ça nous semble juste, ben, c'est que les inégalités économiques doivent être acceptables. Surtout, Rawls veut dire, surtout si dans la position originelle, on ne sait pas d'avance qui on va être. Donc, peut-être qu'on sera la personne qui assume plein de risques. Donc, on voudrait avoir sûrement quelque chose en retour. Rawls veut dire, c'est probablement le même principe si on a un potentiel et qu'on consacre plusieurs années d'études à l'université ou en formation par mentorat pour développer ces capacités-là, ce potentiel-là, bien, il devrait y avoir une reconnaissance du mérite de développer un potentiel. Donc, il puisse y avoir un salaire. Ça peut être travailler plus d'heures. Donc, même si c'est 2 tâches identiques, s'il y en a un qui fait le double d'heures, il nous semblerait intuitivement, en tout cas, acceptable que la personne qui fait 2 fois plus d'heures pour exactement le même travail reçoit le double de la rémunération. Donc, Rawls ici va commencer par dire les inégalités économiques sont acceptables. Probablement que si on était placé dans la position originelle sans savoir qui on va être, on trouverait moins pénalisant d'être récompensé pour le fait de prendre des risques, travailler plus, faire des plus longues études, etc., que de prendre le risque de dire on ne le récompense pas, tout le monde est payé de la même façon, et peut-être se retrouver finalement à avoir un travail extrêmement risqué qui demandait des très hautes études et avoir exactement le même revenu que si on avait lâché l'école en 3e année du primaire. Je prends des extrêmes, mais on voit les deux. Donc ça, c'est le premier élément. Par contre, ça, c'est le premier élément dans le principe sur la répartition de la richesse. Par contre, Rawls va ajouter la clause A. La clause A,
que vous avez, page 44, là, ici. Donc, clause A, c'est ce que Rawls va appeler le principe de différence. Et cet élément-là est extrêmement important pour comprendre le raisonnement de Rawls, c'est qu'il va dire les inégalités économiques sont acceptables, pour les raisons que je viens de mentionner, si et seulement si elles apportent un bénéfice aux plus désavantagés par une forme de redistribution de la richesse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'il y en a qui gagnent plus, mais qu'il y a une redistribution de la richesse? Concrètement, ça ne veut pas dire qu'on redistribue la richesse également, parce que sinon, il n'y aurait pas eu le premier élément que certains vont gagner plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si certains gagnent plus, vont quand même avoir plus de revenus, plus d'avoir, mais qu'il va y avoir une redistribution en même temps pour se le représenter concrètement. Ce que Rawls vise et justifie par là, c'est le principe des impôts. Plus notre revenu est élevé, plus on va payer des impôts, mais par contre, plus on paye d'impôts, ça n'empêche pas qu'il nous en reste quand même beaucoup plus en bout de ligne que si on payait moins d'impôts. Donc, Rawls va se dire, ce principe-là semblerait acceptable parce que si on veut reconnaître le mérite, la prise de risque, etc., ce que je mentionnais tantôt, il y a quand même beaucoup d'éléments pour lesquels on n'a aucun mérite. Et là, Rawls, avec le principe de redistribution par le principe des impôts, Rawls veut corriger, dans le fond, ce qui apporte des avantages ou des inconvénients, mais qui n'est absolument pas lié à de quelconque mérite. Par exemple, le fait de naître avec des parents riches ou pauvres va nous avantager ou nous désavantager. On n'aura pas les mêmes possibilités, mais ce n'est pas notre mérite ni notre faute si nos parents ont de l'argent ou s'ils n'en ont pas. Le fait de naître avec une bonne santé, des bonnes prédispositions, on n'a pas de mérite ni de faute à naître avec des bonnes prédispositions ou à naître avec une maladie chronique. On a probablement une responsabilité à mettre notre santé à risque ou à l'entretenir, mais on n'a pas ni de mérite ni de faute à la génétique qui nous est donnée comme point de départ. Même chose pour les capacités intellectuelles. On a un mérite, sans doute, à développer nos capacités, mais on n'a pas un mérite d'avoir de bonnes capacités intellectuelles ou des capacités intellectuelles dans la moyenne ou de mauvaises capacités ou un handicap intellectuel. Même chose pour la mémoire, même chose pour la facilité avec la dextérité, avec les travaux manuels, avec certaines tâches. Donc, tout ça va amener des avantages et des inconvénients, mais il n'y a pas de mérite à ça. Donc, Rawls, ici, va viser une correction de la loterie de la naissance qui s'opère à deux niveaux. Au niveau de la loterie de la naissance, dans qui je suis comme corps, en quelque sorte. Le fait d'avoir une bonne santé, mauvaise santé, le fait d'avoir des bonnes capacités intellectuelles ou non, une bonne mémoire, mauvaise mémoire, le fait d'avoir beaucoup de dextérité, le fait d'avoir plutôt de la difficulté avec la motricité, le fait d'avoir des problèmes de dos chroniques, le fait d'avoir un souffle au cœur, le fait d'avoir à l'inverse une très bonne endurance, le fait d'avoir une volonté forte ou des faiblesses marquées de la volonté, le fait d'avoir tel bagage génétique plutôt que tel autre bagage génétique, telle prédisposition, tout ça apporte des avantages et des inconvénients. Donc, Rawls va dire, si on ne sait pas au point de départ qui on va être, on voudrait probablement reconnaître le mérite d'essayer de développer ces capacités-là. Mais en même temps, on ne voudrait pas être pénalisé pour le fait d'avoir ou de ne pas avoir certains traits alors qu'on y est pour rien comme point de départ. Donc, cette loterie de la naissance-là, dans qui on est comme génétique, comme corps, comme intellect, comme
euh, vraiment comme entité, comme personne. Il n'y a pas un mérite, ni des fautes, ni une responsabilité dans le hasard de notre naissance. Ça va être la même chose dans le hasard de notre environnement, dans ce qui nous environne. Là aussi, de la même façon qu'on n'a pas ni de mérite ni de faute de naître avec une trisomie ou tel trait génétique ou tel autre trait, ben, on n'a pas non plus, au niveau de notre environnement familial, social, géographique, ni de mérite ni de tort à avoir des parents qui sont riches ou pauvres, d'avoir des parents qui valorisent l'éducation ou des parents qui dévalorisent, d'avoir des parents qui nous donnent accès à des possibilités de lecture, d'enrichissement, ou qu'on a juste le Publisac chez nous, qui nous donne possibilité de faire des voyages ou pas, qui nous mettent dans des contextes où on va subir de la pauvreté, de la violence, du découragement, qu'on va avoir à s'occuper de parents malades, ou au contraire qu'on va être motivé, entraîné, encouragé. Tout ça apporte des avantages et des inconvénients pour lesquels on n'a ni mérite ni faute. Encore là, c'est pas la même chose d'être dans une famille où il y a aussi oncles, tantes, cousins, cousines, etc., des individus qui vont être stimulants ou qui ne le seront pas, qui vont nous amener dans certaines directions, dans certaines expériences de vie, plutôt que dans certaines autres expériences de vie. Donc là aussi, ça amène plein d'avantages, d'inconvénients, d'inégalités qui ne sont finalement que le fruit de la loterie de la naissance. C'est la même chose dans l'environnement géographique. Si on est dans une métropole, à Montréal, par exemple, on n'a probablement pas les mêmes horizons de vie, de carrière, pour prendre un exemple simple, que si on est à Bécomo, ou si on est à Trois-Rivières, ou si on est à tel et tel endroit, ben, selon notre profil, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, il y a des carrières qui vont nous sembler facilement accessibles si on est dans telle région, mais pas dans telle autre. S'il faut financer les routes pour se déplacer, c'est pas la même chose s'il y a une très haute densité de population ou s'il y a plusieurs dizaines de kilomètres parcourus que par quelques personnes dans la même journée sur un tronçon. Tout ça a des impacts. Le fait d'être en milieu urbain ou plutôt en campagne, là non plus, ça n'a pas les mêmes caractéristiques. Et ce qui est des fois des avantages peut être des inconvénients. À certains moments, être dans un milieu rural peut être un inconvénient. Par exemple, si on n'a pas accès à Internet haute vitesse, ça peut être un inconvénient dans certains contextes. Mais dans d'autres contextes, ça peut être un avantage. Par exemple, je prends un exemple comme ça, mais s'il y a, je sais pas, par hasard, supposons qu'il y a une pandémie, je dis ça comme ça, supposons qu'il y a une pandémie, ben le fait d'être dans un milieu où il n'y a pas une très très forte densité de population devient probablement un avantage. Mais dans d'autres contextes, la densité de la population peut être là un avantage. Donc, selon les contextes, une même chose, étant en milieu urbain ou un milieu rural, peut parfois être un avantage, peut parfois être un inconvénient, peut souvent dépendre aussi de notre profil. Si on veut faire telle carrière, avoir tel type d'activité sportive, artistique, culturelle, sociale, ça ne sera pas les mêmes possibilités selon le milieu de vie. Donc, Rawls, ici, ce qu'il nous invite à faire, c'est essayer de réfléchir. Supposons qu'on était dans l'exercice de pensée qu'il nous présente au début. Fiction de la position originelle, voile d'ignorance. Supposons que j'ai à réfléchir à tout ça, mais je ne sais pas d'avance, moi, qui je vais être. Je ne sais pas si je vais avoir des bonnes capacités physiques ou pas. Je ne sais pas si je vais avoir une bonne mémoire ou pas. Je ne sais pas si je vais naître dans un milieu urbain ou rural. Je ne sais pas si je vais vivre dans un centre, dans le centre du Québec, ou dans le nord, ou dans telle région éloignée. Je ne sais pas si je vais vivre dans un milieu qui favorise l'exercice d'une profession qui me plaît ou qui me plaît pas, si ça va impliquer des déménagements. Je ne sais pas si je vais avoir des parents stimulants ou des parents qui me rabaissent, qui
qui me découragent, qui sont un fardeau pour moi. Je ne sais pas si, à l'inverse, je vais être stimulé pour poursuivre dans tel objectif ou tel autre. Donc, Rawls va dire, tous ces éléments-là, c'est, si on s'y arrête pour vraiment y réfléchir, c'est extrêmement déterminant dans une vie. Qui on est et qui on devient dépend beaucoup de ce qui nous a été donné comme point de départ. Et ce qui nous est donné comme point de départ, on n'y peut rien. C'est ni notre faute, ni notre responsabilité, ni notre mérite. C'est qu'un point qui nous est donné. C'est même pas nos parents qui nous le donnent, ça nous est juste comme ça donné comme point de départ. C'est pas nos parents, parce que nos parents ne décident pas non plus tant que ça de notre génétique, par exemple, de notre santé, de nos capacités, etc. Donc, Rawls va dire une grande partie de qui on est relève que de ce que lui appelle la loterie de la naissance. Et il va dire, si on était dans la position originelle, on prendrait conscience qu'on n'en a pas vraiment de mérite ni de responsabilité parce que quand on sait déjà qui on est, c'est facile de se dire « Ah ben j'ai du mérite de m'être rendu à telle place dans la vie, j'ai fait des efforts. » Mais c'est facile en se disant ça d'oublier que oui, j'ai peut-être fait des efforts, mais il m'a été donné ce qu'il fallait pour que je sois capable de faire ces efforts-là. C'est parce que j'avais tout le background, l'arrière-plan qui me permettait de faire ce que j'ai fait, que j'ai pu le faire. Donc, Rawls, ici, son point, c'est qu'il se dit, quand on regarde notre vie telle qu'elle s'est construite au fil du temps, on peut peut-être être porté à regarder un peu plus nos mérites, nos efforts. Mais si on regarde ça en se disant que on ne sait pas d'avance qui on va être, on devrait avoir un regard plus réaliste pour reconnaître que très largement, qui on est, qui on devient, dépend d'éléments, de circonstances génétiques, environnementales, familiales, même sociales ou circonstancielles. Le fait de, je ne sais pas, de vivre ce qui est vécu présentement, si vous étiez né 10 ans plus tôt, 10 ans plus tard, vous ne l'auriez pas vécu au moment où vous le vivez. Mais évidemment, c'est pas la faute, la responsabilité ou le mérite de qui que ce soit de vivre telle chose à tel endroit. Quelqu'un qui veut faire telle profession, supposons qu'il veut faire une profession qui performe très bien, au moment où il entre sur le marché du travail, supposons qu'il n'y a pas de besoin dans ce domaine-là. Ou supposons qu'il arrive dans un moment où il y a un très grand besoin, supposons dans le milieu de la construction. Bien, si la personne arrive sur le marché du travail quand l'immobilier est à la hausse ou si la personne arrive alors qu'il y a une chute de l'immobilier, le même talent ne pourra pas exercer la même profession si le marché est à la hausse ou s'il y a une chute totale. Mais tout ça dépend du moment d'arrivée, qui dépend finalement quoi? Qui dépend de l'année de la naissance, à la limite. Puis l'année de la naissance dépend de à quel moment vos parents vous ont conçu, etc. Donc, tous ces éléments-là, Rawls veut dire, quand on s'y arrête, c'est vertigineux l'ensemble d'éléments génétiques, biologiques, environnementaux, sociaux, circonstanciels, historiques, etc., etc., qui vont constituer qui on est et qui nous échappent en large partie. Et Rawls va dire, finalement, notre mérite, notre responsabilité et nos fautes, parce qu'il y a aussi des fautes, c'est un poids dans la balance. Rawls ne veut pas le nier, mais il va dire que c'est un poids infime. Donc, si on revient à son principe de justice sur la question économique, Rawls se dit, on accepterait probablement dans la position originelle, sans savoir qui on va être, qu'il y ait des inégalités économiques pour récompenser ou motiver le travail, l'effort, la prise de risque, etc. Mais en même temps, si on ne sait pas d'avance qui on va être, j'aime dire, OK, si je fais des hautes études, je devrais peut-être avoir un salaire qui vient récompenser le fait d'avoir fait ces hautes études-là au lieu de lâcher en secondaire 4.
Mais en même temps, si je ne sais pas d'avance qui je vais être, ben, je devrais mettre dans la balance de ma réflexion que peut-être que je vais avoir le profil qui fait que j'ai plaisir à faire ces autres études-là, puis peut-être que je vais avoir le profil qui déteste ça, qui a juste pas le goût. Peut-être que je vais avoir le profil des parents qui découragent à faire ça. Peut-être que j'aurai pas les capacités, peut-être que j'aurai pas la mémoire, peut-être que j'aurai pas l'environnement social, économique qui me permet de le faire, etc. Donc, rare, je veux dire, la réussite, l'échec des projets de vie, etc., ça dépend tellement d'éléments qui nous dépassent que si on ne sait pas d'avance où on va se situer dans cette société-là, voile d'ignorance dans la position originelle, Rawls se dit, ben, de la même façon qu'on voudrait récompenser certaines prises de risques, efforts, etc., de la même façon, on ne voudrait pas que soient pénalisés des éléments pour lesquels, finalement, on ne peut rien, comme le hasard de naître avec des parents riches ou pauvres, avec une bonne santé ou pas, d'avoir une maladie chronique ou pas, etc., etc., de naître à tel lieu plutôt que tel autre, d'avoir tel goût, tel type d'intérêt, etc., etc. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle Rawls se dit les inégalités économiques sont acceptables, clause A, si et seulement si elles apportent un bénéfice aux plus défavorisés. L'objectif ici de Rawls, c'est de dire on va compenser les inégalités de naissance qui peuvent nous désavantager sans qu'on n'y puisse rien en termes de responsabilité. Concrètement, qu'est-ce que Rawls vise? Je le mentionnais tantôt, c'est le principe des impôts. Pourquoi? Ou concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Bien, Rawls veut dire, par les impôts, si on subventionne certaines structures de base essentielles, bien, on va offrir des possibilités ou une égalité des chances qui ne sera pas une égalité des résultats, mais qui va être une égalité des chances qui va compenser des inégalités de départ qui vont quand même être là, qui vont quand même être des fardeaux, mais au moins qui vont être atténués. Par exemple, ben, si je dois payer moi-même tous mes frais de scolarité, une session au cégep, en gros, là, c'est autour de 12 000 là, plus ou moins. Là, ça tourne autour de ça. Bien évidemment, si tout le monde devait payer les coûts réels d'une session au cégep à 11-12 000 dans ces coins-là, il n'y a pas beaucoup de monde qui serait au cégep, surtout sur les années université après, etc. Et ça serait finalement qui? Ben, ce serait les personnes dont les parents peuvent payer. À l'inverse, si il y a un système d'impôt qui vient chercher, dans le fond, proportionnellement aux revenus, supposons qu'on paye 20% d'impôt dans tel barème, telle branche de salaire, ben, le pourcentage, on va verser plus d'argent si notre salaire est plus élevé que moins élevé. Mais s'il y a une portion de ça, par exemple, qui finance des systèmes d'éducation publique, ben, ça fait en sorte qu'une personne qui naît avec des parents de classe moyenne ou des parents défavorisés économiquement va quand même pouvoir faire des études si elle a le goût de faire ces études-là. Ça va être la même chose pour les soins de santé. Rawls va se dire, ben, si par le biais des impôts, il y a une redistribution comme ça, si par malheur, je nais avec une maladie chronique ou une certaine génétique qui va m'amener plus de problèmes de santé qu'un autre, ben, ici, c'est un désavantage de la loterie de la naissance. Si j'ai une maladie chronique, par exemple, ou une génétique qui me prédispose à, c'est un désavantage, mais au moins, je n'aurai pas un désavantage en plus de mon désavantage. C'est-à-dire, si j'ai une maladie chronique, pour prendre cet exemple-là, bien, s'il y a un financement public des soins de la santé, il n'y aura pas un endettement en surplus. Donc, ça, c'est un autre cas. Rawls va dire, ben, les impôts, le principe donc de dire les gens peuvent avoir un salaire plus élevé, mais ils vont contribuer davantage avec les impôts pour amener un avantage aux plus défavorisés, parce que le plus défavorisé ne paiera pas d'impôts ou très peu d'impôts.
il va peut-être en payer moins que les services qu'il consomme, mais il est quand même désavantagé. Celui qui est plus avantagé, qui n'a pas besoin, par exemple, de ces services-là, va, Rawls va dire, ben, il va contribuer plus, peut-être, oui, avec les impôts, mais il va, à choisir, supposons qu'on ne sait pas qui on va être, on aimerait quand même mieux se retrouver dans la position de la personne qui gagne, supposons, 100 000 par année, puis qui paye des impôts en proportion. On trouverait ça quand même plus avantageux que de se retrouver dans la position de la personne qui gagne 12 000 par année. Surtout si on se dit, ah, je pourrais être dans cette position-là, mais en plus, ne pas bénéficier de financement public pour les infrastructures routières, pour l'aqueduc, pour l'eau potable, pour les égouts, pour les écoles, pour les soins hospitaliers, pour prendre soin des enfants, etc. Donc, Rawls va dire, si on ne sait pas d'avance qui on va être, qu'on ne connaît pas notre génétique, les parents, notre lieu de naissance, etc., à tout prendre, on aimerait mieux prendre le risque, entre guillemets, d'être très favorisé et payer des impôts plus qu'on en retire. On trouverait ça moins pénalisant que de prendre le risque de dire on ne payera pas d'impôts ou presque pas. Mais par contre, si je nais avec des parents plus pauvres ou de classe moyenne qui ne peuvent pas payer les frais, je ne pourrais pas faire la carrière que je veux parce que je ne pourrais pas avoir l'éducation. Ou à l'inverse, si je nais avec une maladie chronique et qu'il n'y a pas de financement public des soins de santé, je pourrais peut-être pas me payer les soins ou je vais m'endetter ou etc. Donc, Rawls se dit à tout prendre là aussi, si on ne connaît pas notre position à l'avance, on préférerait le principe de redistribution de la richesse qui accepte que des salaires soient plus élevés pour reconnaître mérite, effort, prise de risque, mais qui est acceptable si et seulement que si il y a des impôts qui viennent proportionnellement prélever une portion qui sert à financer des services publics qui, eux, en tant que services publics, bénéficient à tous et se trouvent, d'une certaine façon, à bénéficier surtout aux plus défavorisés parce que la personne très riche pourrait se payer ces services-là probablement sans service public. Mais la personne de classe moyenne ou la personne plus défavorisée économiquement ne pourrait pas se payer ces services-là. Mais Rawls veut dire souvent pour des raisons qu'elle ne contrôle pas, qu'elles ne sont pas en son pouvoir. Donc, ça, c'est le deuxième principe de justice de Rawls. Les inégalités économiques sont acceptables, mais si et seulement si elles bénéficient aux plus défavorisés. Donc, concrètement, ces redistributions de services publics ou financement de services publics par le biais des impôts. Il y a une deuxième clause au deuxième principe, donc la clause B. Je reprends la formulation, mais je vais la reformuler mieux. Là. Vous l'aviez encore dans le haut de la page 44, quand il va dire, donc, les inégalités économiques doivent être telles, donc il les accepte, mais elles doivent être telles, clause A, qu'elles soient au plus grand bénéfice des plus désavantagés dans la limite d'un juste principe d'épargne. Donc, c'est le principe des impôts, ce que je venais de mentionner. Clause B, que les inégalités économiques soient attachées à des fonctions et à des positions ouvertes à tous, conformément au principe de la juste égalité des chances. Ce deuxième principe-là vient tout simplement dire que lorsque certaines professions sont plus rentables ou plus payantes que d'autres, c'est acceptable pour Rawls, selon le raisonnement que je vous ai mentionné tantôt, mais dans la mesure où les limites à l'entrée pour accéder à des professions plus payantes, supposons, bien, qu'elles soient faites en fonction de critères qui sont pertinents. Donc, pour pas qu'il y ait de la discrimination arbitraire. Par exemple, bien, si une personne a aucune aptitude en biologie, c'est juste qu'elle ne soit pas acceptée en médecine. C'est pertinent de connaître bien la biologie pour travailler en médecine. Mais par contre, ne serait pas acceptable un critère qui a déjà existé.
a déjà existé un critère dans plusieurs sociétés de l'Occident où, par exemple, pour faire médecine, il fallait avoir des références dans la famille de gens qui avaient fait médecine. Donc, des critères comme ceux-là, pour Raoul, c'est pas acceptable. C'est pas un critère pertinent pour devenir médecin, par exemple. Le fait d'avoir eu dans notre entourage des gens qui pouvaient nous référer ou pas, mais se baser sur des examens qui ont un lien avec les compétences, là oui, c'est pertinent. Donc ici, le deuxième élément, c'est tout simplement, ben, l'entrée en fonction, c'est correct qu'il y ait des critères des fois limitatifs, qu'on n'accepte pas tout le monde. Euh, Par exemple, qu'on n'accepte pas un monteur de ligne s'il souffre de vertige, parce que ça fait partie de sa tâche. Mais ne pas accepter le monteur de ligne parce qu'il n'y aurait pas d'amis pour lui donner un passe-droit, c'est pas acceptable. Donc, ça, c'est le deuxième critère ici, est assez simple, là, je pense, puis on comprend bien la justification de ça, c'est qu'il doit avoir une pertinence. Donc, je reprends très rapidement. Rawls avait au départ deux questions. Quels droits et libertés on doit accorder aux individus d'une société? Est-ce que les inégalités économiques sont acceptables? Il essaie de régler ces deux questions-là par une méthode qui est voile d'ignorance dans une position originelle. C'est un exercice de pensée. Et ça donnait les deux réponses à ces deux questions, qui sont les deux principes de justice avec l'ordre de priorité. Premier principe, on doit, selon Rawls, donner le maximum de droits fondamentaux, de droits et libertés. Et là, ce que Rawls entend par des droits fondamentaux, c'est concrètement ce qu'on retrouve dans les chartes des droits et libertés, comme la charte québécoise des droits et libertés adoptée en 1975 ou celle du Canada en 1982. Deuxième principe de justice, c'est qu'il va dire on doit accepter des inégalités économiques. Parce que si on ne sait pas d'avance si on va être travaillant ou pas, si on va faire des autres études ou non, on voudrait être encouragé à l'effort, à la prise de risque, etc. Mais par contre, comme il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous, il doit y avoir une compensation pour la loterie de la naissance. Donc, de rétablir une égalité des chances. Donc, c'était le deuxième principe de justice dans la première clause, clause A, ou principe de différence. C'est que Rawls veut dire les inégalités économiques sont acceptables si et seulement si elles apportent un bénéfice aux plus désavantagés par une redistribution de la richesse via les impôts. Et deuxième clause, ben, quand il y a des critères de sélection, ben, les critères doivent être pertinents pour la tâche à effectuer. Dernière remarque avant de passer à un autre élément. Dernière remarque, ici, le principe de justice de Rawls vise à établir une égalité des chances, mais pas une égalité des résultats, parce que les résultats ne seront pas égaux. En bout de ligne, tout le monde n'aura pas le même revenu. Il y en a il va y avoir des inégalités économiques, il y en a qui vont être plus riches que d'autres personnes. Donc, c'est pas une égalité des résultats que Rawls défend avec sa méthode. C'est plutôt une égalité des chances. C'est que peu importe la richesse de nos parents, qu'on ait la même possibilité d'accéder à l'éducation. Que peu importe notre richesse personnelle, on ait la même égalité des chances d'accéder aux soins de santé. On n'aura pas la même santé, mais on va avoir une égalité des chances. On n'aura pas le même résultat. Même chose pour l'accès aux infrastructures routières, que ce ne soit pas utilisateur-payeur en fonction du kilométrage qu'on fait, qu'on ait des infrastructures qui nous permettent d'y accéder. Même chose pour les réseaux d'aqueduc, pour les égouts, pour les infrastructures sanitaires, par exemple. Donc, tous ces éléments-là, Rawls veut dire, ben, il faut donner une égalité des chances qu'on défendrait fort probablement si on était dans la position originelle avec le voile d'ignorance. Ça fait le tour pour les deux principes de justice de Rawls. Il reste un dernier élément à aborder, c'est la controverse ou le débat sur ce principe-là. Le principe ici sur la redistribution par les impôts, c'est un principe qui est contesté, entre autres, par certains philosophes qu'on appelle les libertariens. Les libertariens, de façon générale, considèrent que l'impôt,
c'est du vol par l'État. Donc, forcément, pour un libertarien qui considère que l'impôt, c'est du vol par l'État, va être contre le principe de justice de Rawls. Alors que pour Rawls, abandonner cette redistribution-là, ben c'est au contraire là qu'il y a injustice parce que c'est nier que qui on devient dépend en grande partie de ce qu'il appelle la loterie de la naissance. Donc, il y a des arguments des deux côtés qu'on va regarder dans une prochaine capsule. Donc, j'arrête ici. Là, l'objectif, c'était d'exposer le deuxième principe de justice de Rawls sur les inégalités économiques. Dans une prochaine capsule, on va regarder c'est quoi la teneur, les arguments sur, autour de ce principe-là, sur ce débat.